Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de ce journal, le Nigeria et le Cameroun renforcent leur coopération contre Boko Haram. Les deux pays qui partagent une frontière commune de 2000 km se sont engagés à l'établissement d'un cadre permanent de concertation et de renseignement. L'essor du mobile money au Kenya, le secteur a enregistré un bond de son activité lors de la première vague de la pandémie de coronavirus. Le président Uhuru Kenyatta avait alors exhorté les Kenyans à privilégier le paiement mobile. Et passer ses vacances au ski en restant en Afrique, c'est possible. Le Lesotho possède l'une des deux seules stations de ski d'Afrique subsaharienne. Le domaine est petit, isolé, mais attire de plus en plus de touristes. Mais tout d'abord, un recours en annulation déposé un an après une élection. Ça se passe au Malawi. Le recours a été déposé par l'ancien parti au pouvoir, le Parti démocratique progressiste de l'ex-président Peter Mutharika. Recours qui conteste l'élection de l'actuel président Lazarus Chakwera. Le parti de l'ancien chef de l'État estime que son candidat a été lésé en raison de l'interdiction faite à ses représentants de siéger à la commission électorale. Le Nigeria et le Cameroun, ensemble contre Boko Haram, les deux pays confrontés à la même menace terroriste, ont décidé de renforcer leur coopération. Réunis au sein du comité mixte sur la sécurité transfrontalière, les représentants nigérians et camerounais se sont engagés à la mise en place d'un cadre permanent de concertation avec un volet spécifique consacré au renseignement. Marie-Joëlle Ballot. Le Cameroun et le Nigeria ont opté pour une synchronisation des énergies pour endiguer les menaces sécuritaires. Cette collaboration renforcée entre dans le cadre de la 8e session du comité mixte sur la sécurité transfrontalière qui s'est tenue du 24 au 26 août dernier à Abuja. L'objectif de cette alliance est d'optimiser le service sécuritaire dans leur espace commun à travers l'établissement d'un cadre permanent de concertation, d'échange du renseignement prévisionnel. Une coopération en matière de renseignement s'avère cruciale, mieux encore capitale, étant entendu que Boko Haram connaît un passage à vide du fait de la perte de certains de ses leaders, mais aussi avec la concurrence de certains groupes rivaux, notamment ISWAP et bien d'autres. Par ailleurs, côté du Nigeria, certaines retombées se font ressentir dans la mesure où certains anciens combattants rendent les armes. Il est donc question d'intensifier les stratégies de lutte afin de réduire la capacité de nuisance de la secte islamique. Au-delà des mesures prises pour combattre le terrorisme, la piraterie maritime dans les eaux territoriales ou le trafic de stupéfiants, les deux pays s'engagent à redynamiser le développement des activités économiques au profit des populations. Avec l'appui du Tchad et du Niger, il est question de revoir le dispositif de la force multilatérale mixte constituée des armées des 4 pays pour la rendre plus opérationnelle et plus adaptée au contexte de la guerre asymétrique. Pendant que nous continuons d'adresser la question sécuritaire le long de la frontière commune qui inclut le réseau de crimes transnationaux organisés et particulièrement le terrorisme et les activités sécessionnistes, il est nécessaire d'intensifier nos efforts avec des initiatives de développement en faveur des communautés vivant dans les zones frontalières. Une ambition qui ne peut se réaliser que par des facilités pour assurer le bien-être socio-économique des populations. C'est pourquoi le Cameroun a engagé des plans de développement des régions en crise en vue d'apporter cette autre réponse aux populations des zones frontalières souvent instrumentalisées par la criminalité. Combattre le terrorisme sur tous les fronts, c'est la nouvelle stratégie adoptée par le Burkina Faso. Les autorités ont présenté leur nouvelle approche qui se veut holistique. Entendez par là que la lutte ne sera plus uniquement militaire. Le gouvernement entend notamment traquer les soutiens dont bénéficient les terroristes et prévenir la radicalisation. Philomène Tine. Au vu de la situation sécuritaire qui s'est considérablement détériorée au Burkina Faso ces dernières semaines, le gouvernement a annoncé un nouveau plan de lutte antiterroriste dans le but de contrer le djihadisme. Ce plan sécuritaire devrait établir un maillage territorial mieux adapté avec réorganisation des unités opérationnelles et traitements particuliers pour les zones à haut risque.
Le problème qu'a le Burkina Faso au niveau sécuritaire, c'est que son armée n'est pas adaptée à la menace actuelle. Elle est beaucoup plus faite pour essayer de maintenir un régime en place. On a vu que très longtemps, les militaires étaient au pouvoir et en fait, cette armée était beaucoup plus là pour assurer la mainmise, le contrôle sur le pays que de lutter contre des menaces telles qu'elles se présentent aujourd'hui. Et on a bien vu que la dernière intervention de l'armée a permis de rétablir le régime civil. Le nouveau plan de lutte antiterroriste du Burkina Faso prévoit également l'installation de brigades de gendarmerie à titre préventif. Ainsi, les conditions de vie des hommes sur le terrain seront renforcées. Une opportunité de construire un système de défense qui puisse répondre aux attentes de l'heure, indique le ministère burkinabé de la Défense. Là, on se retrouve dans une situation avec des insurgés qui sont dans une guerre asymétrique. On ne peut pas faire sortir du matériel lourd, donc c'est beaucoup plus des opérations de proximité, des opérations de terrain et surtout du renseignement. Et il faut aujourd'hui que le Burkina Faso se réorganise et mette en place un véritable système de sécurité pour assurer non seulement la sécurité intérieure et la sécurité extérieure. Le Burkina Faso fait face depuis 2015 à des attaques djihadistes régulières et meurtrières. Depuis le début de l'année 2021, plus de 17 500 personnes ont déjà fui les violences dans le pays. En 2020, 6 pays dans le monde ont fait défaut sur leurs dettes. Parmi ces pays, un État africain, la Zambie, une dette abyssale de près de 12 milliards de dollars, désormais supérieure au PIB. Le nouveau président Hakainde Hichilema a annoncé faire de la réduction de cette dette sa priorité. Midra Diabo. La Zambie va réduire sa dette publique insoutenable. C'est dans le cadre des plans visant à redresser l'économie du pays, initiés par le président Hakainde Hichilema. Ce dernier déplore que le budget national ait été submergé par le coût du service de la dette. Au cours de la dernière décennie, la situation de la dette est devenue insoutenable, réduisant ainsi la capacité du pays à investir. Notre budget national a été submergé par le service de la dette et nous devons rétablir cela. Notre objectif au cours des 5 prochaines années sera de restaurer la stabilité macroéconomique et la diversité économique. Nous accorderons une attention particulière à la réduction du déficit budgétaire et de la dette publique, ainsi qu'au rétablissement de la confiance des marchés dans notre pays. Nous nous engageons à faire sortir plus de personnes de la pauvreté que jamais auparavant. Le président zambien Hakainde Hichilema a défini pour son nouveau gouvernement un ambitieux programme de transformation socio-économique et de gouvernance. Sur les 12 milliards de dollars de dette extérieure de la Zambie, 3 milliards de dollars sont en euro-obligations, 3,5 milliards de dollars de dette bilatérale, 2,1 milliards de dollars sont dus à des organismes de prêts multilatéraux et 2,9 milliards de dollars de dette bancaire commerciale. Mais depuis la victoire du président Hichilema, les obligations souveraines zambiennes libellées en dollars ont augmenté régulièrement. Qui paye sa dette s'enrichit. Le président qui nous vient du secteur privé, M. Hakainde Hichilema, de la Zambie, sort du secteur privé et connaît très bien que pour que votre entreprise marche très bien, il faut que vous ayez une totale et parfaite maîtrise du stock de la dette. Vendre suffisamment à l'international, commercer énormément avec l'extérieur, procéder énormément à des opérations d'exportation vous permet de gagner donc en devises. Et c'est grâce à ces devises-là que vous pourrez facilement faire face au stock de votre dette extérieure. Le président Hakainde Hichilema a mis le curseur là, il fallait le faire, c'est-à-dire la dette publique extérieure de la Zambie. S'il a une totale maîtrise de cette dette-là, je suis certain qu'il pourra facilement créer le bonheur et le repartager à la plus grande majorité de ses concitoyens. L'économie zambienne est menacée par une forte hausse de la dette, les coûts mondiaux imprévisibles des matières premières, une monnaie qui s'affaiblit et le coronavirus. L'inflation alimentaire est évaluée à plus de 30%, la plus élevée depuis près de 2 décennies. En novembre 2020, la Zambie est devenue le premier défaut souverain de l'Afrique à l'ère de la pandémie de Covid-19. Au Kenya, l'économie a été globalement impactée par la pandémie de coronavirus. Il y a pourtant un secteur qui a bénéficié de cette crise sanitaire, c'est celui des télécommunications et particulièrement le mobile money. C'est le chef de l'État lui-même qui, au plus fort des contaminations, avait appelé la population à privilégier le paiement mobile. Ange Nomenio. Le secteur des télécoms est en plein essor au Kenya.
Le mobile money a explosé de 26,17% en 2020 avec une valeur financière de 45,3 milliards de dollars entre janvier et novembre de la même année. Cet accroissement du service mobile est le résultat d'une politique de développement promulguée par l'État. L'environnement des télécoms est très robuste au Kenya. Comme vous le savez, notre pays fait partie des premiers en Afrique à adopter le mobile money. Cela a entraîné une grande révolution au niveau de l'inclusion financière et particulièrement pour les personnes qui n'ont pas de compte en banque. Et nous avons vu la valeur que ce secteur des télécoms a apporté pour le développement socio-économique du pays. C'est très utile pour le business et le commerce. Environment the telecom sector has brought to social economic development. It's very useful for business and commerce as well. Le succès de l'argent mobile au Kenya pourrait inspirer l'Afrique tout entière. C'est le but recherché derrière par des événements comme le congrès de l'Union postale universelle. Le congrès qui a eu lieu du 9 au 27 août 2021 à Abidjan en Côte d'Ivoire a mis un accent particulier sur la digitalisation des services de télécommunications. Je crois que l'expérience du Kenya peut bénéficier à l'Afrique. Et je crois également que nous ne sommes qu'au premier chapitre des succès à enregistrer. Et pour aller loin, je crois que le congrès de l'Union postale universelle est une grande plateforme de collaboration pour les pays. Parce que si nous avons un grand et profond réseau, nous pouvons facilement expérimenter le bénéfice d'être sur le même continent. Le mobile money continue de dominer les habitudes de consommation au Kenya. En 2018, 730,2 millions d'opérations et près de 19,6 milliards de dollars ont transité via ce processus dans le pays, d'après une annonce de l'autorité des communications du Kenya. Dans l'actualité également, l'Union africaine va recevoir 10 millions de doses de vaccins AstraZeneca et Pfizer contre le Covid-19, des doses livrées par la France par le biais de l'initiative COVAX et dans le cadre du système AVAT, le Fonds africain pour l'acquisition des vaccins. Un geste salué par le président sud-africain Jacob Zuma qui avait dénoncé au mois de mai dernier un faible accès du continent aux vaccins contre le coronavirus. Quand on veut faire du ski, on pense à Aspen aux États-Unis, Saint-Moritz en Suisse ou encore Courchevel en France. Et si désormais on pensait à Drakensberg au Lesotho, le petit pays d'Afrique australe possède des domaines skiables qui attirent de plus en plus de touristes et de jeunes sportifs. La destination se rêve également en site olympique. Aïssatou Diamanka-Besland et Anthony Atangana. Je m'appelle Rambo Kodjo Hop, je suis moniteur de snowboard et de ski et c'est mon terrain de jeu. On se croirait sur les dunes glaciales en poussière de neige européenne, mais non, nous sommes bien en Afrique, précisément à Drakensberg, l'une de ces stations du royaume montagneux du Lesotho. Entre glissements des slalomeurs et atterrissage en ski, le soleil a laissé place à la neige dans un environnement typiquement tropical, une chose bien inédite. En parlant de ski et de neige, les gens ne pensent pas à l'Afrique. Ils pensent aux Alpes, aux Rocheuses, au Canada et aux plus grandes montagnes. Mais cette région du Lesotho a un climat unique en raison de son altitude. Nous sommes assis à 3000 mètres d'altitude là où nous nous trouvons actuellement et que le sommet de la montagne n'est qu'à 3222 mètres. Et pourtant nous sommes en pleine crise sanitaire, mais rien n'a pu arrêter les touristes. Je pense que vous ne penserez même pas à l'Afrique et c'est ce qui étonne la plupart des gens qui viennent ici et trouvent ensuite beaucoup de plaisir. Pour moi qui habite dans la région, je n'ai pas à prendre l'avion chaque année pour mes vacances. C'est ma première fois ici et c'est quelque chose de très différent. Mes genoux et mes pieds me font mal. J'ai transpiré de façon inattendue, mais c'était un plaisir fou. Je n'ai jamais skié auparavant, mais c'est à la fois stimulant et amusant. Je n'ai jamais fait quelque chose d'aussi spontané. J'ai décidé d'essayer le ski pour la première fois et j'ai adoré ça. J'ai adoré. Le continent africain compte au total 5 chaînes de montagnes avec suffisamment de neige saisonnière pour faire des pistes potentielles de ski, notamment en Égypte, au Maroc, en Afrique du Sud, en Algérie et au Lesotho. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.